On va débuter. Je vais laisser la parole à Clément et à Sam qui m'aident pour l'organisation cette fois-ci. Et ils vont faire l'introduction. Et moi, je vous retrouve à la fin pour l'habituel questionnaire de stats et puis des questions-réponses, etc., etc. Ça marche. Merci Antoine. Bonsoir à tous. Pour commencer, je voulais justement donner la parole à Sam Damani, directeur général de la French Tech, qui nous accueille ici ce soir. Sam, si tu veux bien venir me rejoindre sur scène pour prendre la parole 2-3 minutes, expliquer ce qu'est la French Tech. Et puis, est-ce que tu es heureux ou pas finalement de nous accueillir ce soir? Alors, je vais commencer par ta deuxième question. Oui, je suis très heureux de vous accueillir. La French Tech, c'est un mouvement aujourd'hui entrepreneurial, puisque notre conseil d'administration et la grande majorité de nos adhérents sont des entreprises de la tech et de l'innovation. Mais pas que. On a depuis 2019 eu la chance de pouvoir reprendre un label qui à la base était très lié à l'institution et à l'État, qui était géré par des métropoles et qui était très axé sur l'attractivité territoriale. Et depuis 2019, il y a une sorte de V2 qui s'est mis en place, où là vous avez des capitales et des communautés French Tech d'entrepreneurs. Ce sont des associations qui sont plutôt axées sur le développement du chiffre d'affaires. Et en somme, c'est comment on passe de l'ère où on fait plein de bébés à comment ces bébés deviennent des adolescents. Donc on est plutôt sur cette scalabilité, sur cette prise de conscience que notre terrain de jeu il est mondial, que nos concurrents sont aussi mondiaux, et qu'à un moment ou un autre, c'est une question aussi, il y a un terme un peu à la mode, de souveraineté, mais c'est aussi du patriotisme économique. Mais avant cela, c'est surtout une volonté d'être libre et de laisser nos utilisateurs, nos clients, être libres aussi de choisir entre une solution américaine, d'Asie du Sud-Est ou européenne, idéalement française, même si on est conscient que le marché français reste un marché qui ne s'autosuffit pas et qu'il faut être au moins sur cette dimension européenne. Alors la French Tech Lille, c'est 70% en métropole, 30% sur le reste du territoire des Hauts-de-France. C'est un potentiel de 1200 entreprises innovantes sur notre territoire, soit à peu près 7% de la masse des entreprises innovantes en France. Et c'est surtout un écosystème mature de par son histoire, mais aussi sa dynamique et le nombre d'entreprises innovantes extrêmement représentatives de notre volonté de devenir des leaders internationaux. Je pense à Exotech, à OVH, à Anywhere, ex-Coptalis, je pense à Veid, à Innovafeed, à Groupe Positive, ex-Sarbacane. Enfin bref, on a des champions internationaux, il faut en être fier. Il faut surtout qu'entre nous, entre entreprises, on puisse se renforcer et travailler conjointement avec les services publics, avec les institutions pour performer. Et je conclurai sur une chose, je suis d'autant plus fier que les entrepreneurs prennent la main sur cette dynamique parce qu'on a cette état d'esprit d'être le capitaine de son navire quand on avance dans l'entrepreneuriat, avec la conséquence bonne ou moins bonne des décisions que l'on prend. Et à un moment ou un autre, avoir cette capacité à utiliser un label fort avec cette dimension internationale, puisqu'on a ce rayonnement international, permet aussi de s'affranchir des barrières psychologiques, puisque nos actifs sont, eux, affranchis déjà de ces barrières géographiques. Pour la conclusion de cette rapide introduction, si vous voulez en savoir plus sur la French Tech, sachez que ce n'est pas qu'un regroupement d'entreprises de la tech et de l'innovation, c'est aussi tout un écosystème, des opérateurs comme des incubateurs, des accélérateurs, mais aussi des grands comptes sont adhérents de la French Tech puisqu'ils veulent travailler avec notre écosystème ou travaillent pour développer notre écosystème. Donc sachez que ce n'est pas exclusif, c'est inclusif au contraire. Et donc on sera très heureux de répondre à toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le site national de lafrenchtech.com qui montre la totalité des outils que nous avons, et plus spécifiquement le site de la FrenchTechLille.com. Et avec ma Wonder équipe, on est ici à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Soyez, quoi qu'il en soit, les bienvenus et très belle séance. Merci beaucoup Sam. C'est bien, 5 minutes, merci beaucoup. Bon, en tout cas, on était vraiment contents chez Lota avec Antoine justement de pouvoir vous accueillir pour la première fois finalement ici en province, de parler du FinOps, de la thématique. Et je vais demander à Aurore du coup d'OVH de venir sur scène pour introduire finalement ce meet-up. Et puis je vais laisser aussi la main éventuellement à Antoine si c'est bon. Bon bah Aurore, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc je me présente, je suis Aurore Vaudatin. Je viens... Ça ne veut plus. Ok. Donc je viens d'OVH Cloud, je suis Product Environmental Manager. Donc moi, je vais plutôt vous parler de la partie environnementale, plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui le GreenOps.
Donc je vais vous parler un peu de notre positionnement environnemental. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un modèle industriel qui est complexe et qui surtout ne ressemble pas à celui de nos concurrents. Et ça va permettre pour vous de comprendre comment on peut évaluer notre impact environnemental et comment on peut le retranscrire à notre client de manière totale et transparente. Donc on va faire d'abord un petit bilan de connaissances entre guillemets pour être sûr qu'on soit tous au même niveau pour parler de la suite. On va parler de bilan carbone. Dans le bilan carbone, il y a 3 scopes. Les 2 premiers sont obligatoires, c'est une obligation légale pour des entreprises de la taille d'OVH Cloud. Ces 2 premiers scopes, donc le premier reprend les émissions directes de l'organisation. Pour nous, c'est quelque chose qui est très faible, on le verra par la suite, mais en gros, ce sont les groupes électrogènes de secours de nos data centers, si on veut faire très simple. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes d'énergie, mais qui sont liées à notre organisation. Dedans, on va retrouver la consommation énergétique des data centers. Et là, on va voir que ce n'est pas du tout anecdotique. On va également retrouver tout ce qui est le bâtiment où nous, on est au niveau des équipes et l'électricité nécessaire pour les réseaux et les terminaux. Et enfin, le scope 3, qui jusqu'ici n'était pas obligatoire, qui va le devenir à terme, et du coup qui va faire changer radicalement les résultats des bilans carbone. Nous, chez OVH, on le publie depuis plusieurs années, donc on n'a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là, ça ne va pas changer radicalement notre empreinte. Mais voilà, maintenant ça va être à prendre en compte pour tout le monde. Et là, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes, aussi bien en amont de l'entreprise qu'en aval. Donc là, c'est beaucoup plus complexe. Ça va représenter un réseau beaucoup plus important à faire intervenir pour comprendre ce qui intervient là-dedans. Nous, la grosse majorité, comme on le verra par la suite, c'est l'achat des matériaux, une plus faible empreinte sur la fin de vie des matériaux, mais il va également y avoir le fret, etc. Pour faire simple, on a une unité qui est normalisée, qui est le kilo ou la tonne de CO2 équivalent. Pourquoi équivalent ? Parce que dans les gaz à effet de serre, on a bien sûr le CO2, dont on entend souvent parler, mais on en a d'autres, comme le méthane, comme le protoxyde d'azote, et ils ne sont pas anecdotiques. Parce qu'en proportion, ils sont très faibles dans l'atmosphère, mais par contre, ils ont ce qu'on appelle un pouvoir de réchauffement global bien plus important. Le méthane, on va considérer que c'est quasiment 25 à 28 fois le CO2. Le protoxyde d'azote, c'est quasiment 300 fois le CO2. Et il y en a d'autres comme les gaz fluorés où ça va être encore plus important. Donc il faut bien sûr les comptabiliser. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, une tonne de CO2, c'est environ un aller-retour Paris-New York. Un autre élément qui peut vous permettre de comprendre, une tonne de CO2, c'est environ les émissions mensuelles d'un Européen moyen. Donc pour comprendre la démarche environnementale d'OVH, il faut comprendre son modèle industriel, parce qu'il est très complexe et il a été pensé de A à Z pour être frugal et nous permettre notre indépendance. Donc déjà, on a une première approche qui est une approche qu'on va dire par les coûts. Ça implique plusieurs choses, ça implique une innovation constante et également, du fait qu'on soit indépendant, on peut faire ce qu'on appelle une intégration verticale. L'intégration verticale, c'est-à-dire qu'on va maîtriser la chaîne de bout en bout. Ça va nous permettre de la mesurer, de la comprendre et de l'améliorer en permanence par ces innovations constantes. Dans l'innovation, on va notamment rechercher une réduction des besoins en matière. Si on réduit ces besoins en matière, on va comprendre qu'on va réduire l'amont de notre empreinte et donc le scope 3. On va également chercher une optimisation du rendement énergétique parce que c'est forcément intéressant sur beaucoup de points de vue. L'énergie, on a vu, c'est plutôt le scope 2. Donc on va réduire notre scope 2 de cette manière-là. Chez OVH, on a également une innovation qui est là depuis plusieurs années, j'en reparlerai après, mais qui nous permet de limiter l'usage de l'eau. Comme ça, dans un bilan carbone, on peut se demander à quoi ça va servir. On le verra par la suite, mais du coup, on diminue aussi de facto notre consommation d'eau. On va également faire le choix de l'emplacement de nos data centers. Et ça, c'est pas anecdotique pour 2 choses. Déjà, pour permettre de diminuer l'artificialisation des sols, et je vais vous expliquer après comment on fait de ce côté-là. Et également pour réduire notre scope 2, parce qu'il y a de très grosses différences d'un pays à l'autre pour l'implantation d'un data center. On choisit également notre fournisseur d'accès à l'énergie. Je vous expliquerai pourquoi, mais du coup, énergie, scope 2, assez facilement. Et enfin, on a une économie circulaire sur les composants que je vais détailler de manière beaucoup plus approfondie. Composants, matériaux, scope 3.
Donc, pour vous donner des éléments qui vont vous permettre de comprendre donc, chaque item que j'ai relevé, la réduction des besoins en matière, on va s'appuyer sur le fait qu'on manufacture nos serveurs, on sait comment sont faites nos baies, les portiques sont faits maison, tout a été pensé pour être fait par nos fournisseurs, sur mesure, et sur un modèle unique de préférence. Comme ça, il y a une interopérabilité entre nos différents data centers et on ne change pas de modèle industriel régulièrement. On a également donc, un système de refroidissement à l'eau qui est unique, qui consiste en un petit élément en cuivre qu'on va poser sur le CPU. Et ce petit élément en cuivre, il va y avoir de l'eau qui va passer dedans, mais en circuit fermé, donc consommation d'eau très faible. On remplit une fois le circuit et ça circule en continu. Ça va refroidir le composant finalement, et du coup on n'a pas besoin de faire appel à de la climatisation. Donc assez peu d'utilisation d'eau, boucle fermée, et diminution de la consommation énergétique en électricité parce qu'on n'utilise pas de climatiseur du coup dans nos salles serveurs. On utilise néanmoins un système pour aider ce refroidissement à l'eau lorsqu'il n'est pas suffisant. On va utiliser un refroidissement évaporatif via médias humides. Donc en fait, ça va consister à brumiser un petit peu d'eau pour récupérer les calories qui sont dans l'air, les calories chaudes, et les remettre dans l'atmosphère. Et du coup, remettre de l'air froid dans les data centers. D'où le fait qu'on ait quand même une consommation d'eau résiduelle du fait de l'évaporation de l'eau avec les calories. Du coup, tout ça, ça emmène sur 3 indicateurs que je vais vous détailler plus tard avec les chiffres pour 2022. Mais on y reviendra par la suite avec la méthode de calcul, ça vous permettra de voir plus clair là-dessus. Donc, je vous parlais du choix de l'emplacement du data center. Donc ça, c'est pas négligeable. On réutilise aujourd'hui des friches industrielles. Donc ça, vous pouvez le voir pas très loin d'ici, à Roubaix. La plupart de nos bâtiments, de nos data centers sont des bâtiments qui étaient déjà existants. Et du coup, 24 de nos 33 data centers sont des bâtiments réutilisés. Et le fait qu'on fabrique nous-mêmes serveurs, baies, portiques, ça fait qu'en fait, on peut s'adapter très facilement à un modèle très frugal. On n'a pas besoin de se dire va falloir faire rentrer quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre. Nous, on sait exactement à quoi ça va correspondre. Et du coup, on a juste à vérifier que le bâtiment correspondra à nos besoins. On se met également proche de sources d'énergie qu'on va dire vertes. C'est le cas par exemple pour notre data center au Canada, qui est à côté de la centrale Hydro-Québec. Et forcément, c'est de l'énergie hydroélectrique, très peu carbonée, qui va alimenter notre data center. On souscrit également des contrats de garantie d'origine pour nos data centers, pour avoir de l'énergie moins carbonée et pouvoir faire diminuer notre bilan carbone de ce côté-là. On a ce qu'on appelle un Renewable Energy Factor, donc un taux d'énergie renouvelable utilisé aujourd'hui de 77%. Et enfin, on a ce qu'on appelle la reverse supply chain sur 100% des serveurs. Je vais vous décrire exactement ce que c'est après. Mais voilà, très rapidement, on a un taux de réemploi des composants de 25%. Et vous verrez par la suite, c'est très loin d'être négligeable sur notre bilan carbone. Donc si on fait très rapidement sur Hutfreeze, si on regarde les 20 dernières années, comment nos innovations se sont mises en place, parce que ce n'est pas des choses qui sont récentes. L'environnement, c'est finalement dans l'ADN d'OVH Cloud depuis déjà plusieurs années, quasiment depuis sa création. Donc les serveurs sont construits en interne depuis 2002 et sont améliorés régulièrement, mais du coup on maîtrise la chaîne de valeur depuis ce moment-là. Depuis 2003, on a le premier système de refroidissement à eau que je vous ai décrit avec le petit module en cuivre. Pareil, on innove régulièrement. En 2019, on a mis la 3e génération de ce système en place. On ne fait que l'améliorer, mais du coup, c'est quelque chose qu'on exploite déjà depuis plusieurs années et qu'on maîtrise parfaitement. Donc, depuis 2006, on se passe de climatisation dans nos salles serveurs, puisqu'on utilise ce refroidissement à eau qui est très performant. Depuis 2009, on désassemble nos serveurs pour réutiliser les composants. Et ça nous permet de faire des grosses économies de composants. Et comme je vous ai dit, il y a 25% de composants qui sont réutilisés dans nos serveurs. Voilà. En 2012, par exemple, on a également construit le data center au Québec alimenté à l'hydroélectricité. Voilà. Ce sont des exemples des innovations faites ces dernières années et qui nous permettent notre modèle frugal. Donc tout à l'heure, je vous parlais des indicateurs, de 3 indicateurs notamment qui sont régulièrement donnés par les opérateurs de cloud. Le premier, c'est le PUE, le Power Usage Effectiveness,
qui va nous permettre de mesurer l'efficacité énergétique d'un data center. Très simplement, il se calcule en mesurant la consommation d'énergie totale d'un data center. Et on va diviser ça par la consommation IT. Donc il y a plusieurs façons de mesurer cette consommation IT. On va appeler ça le PUE1, PUE2, PUE3 en fonction de sa précision. Chez OVH, on respecte la norme ISO du PUE2, qui est un niveau de résolution intermédiaire et qui nous permet finalement de sortir pour 2022 ce PUE moyen sur le monde de 1,28, sachant que l'Uptime Institute informait que le PUE moyen à l'échelle mondiale était de 1,57. Donc on a une plus faible consommation énergétique et comme je l'ai dit, ça c'est grâce à notre refroidissement à l'eau notamment, donc plus de climatisation dans nos salles serveurs. Néanmoins, ce résultat a été un petit peu dégradé cette année du fait des très fortes chaleurs qu'on a eues. On a eu la canicule, on a utilisé davantage notre refroidissement par pulvérisation sur médias humides, on a eu des consommations qui ont augmenté. Le WUE, le Water Usage Effectiveness, un peu de la même manière que le PUE, mais cette fois pour mesurer la consommation d'eau. Donc on va considérer la consommation d'eau totale du data center, qu'on va diviser par la consommation d'énergie IT. Comme je l'ai dit, nous, l'eau, on l'utilise pour refroidir nos serveurs, mais en boucle fermée, donc consommation d'eau très faible. Finalement, l'eau résiduelle, ça va être celle évaporée sur les médias humides. Faut savoir que pour le WUE, on peut considérer l'eau qui va revenir dans le bassin versant. Aujourd'hui, chez OVH, on considère qu'on n'est pas capable de le mesurer. Du coup, on le néglige, ce qui fait que ça dégrade l'indicateur qu'on donne. Mais plutôt que de faire une approximation qu'on ne maîtrise pas, on préfère dégrader notre résultat, mais être sûr qu'on a bien considéré à minima tout ce qu'on a consommé. Donc on a consommé 0,26 litres par kilowattheure IT. La moyenne du marché est plutôt autour de 1,8. Pour vous donner un ordre d'idée, en gros, ça veut dire que chez nous, un serveur il consomme un verre d'eau toutes les 10 heures. Voilà. Pour le CUE, le Carbon Usage Effectiveness, là, ça va considérer l'indicateur d'émissions de carbone de nos data centers. Donc on va considérer les émissions du scope 1 et 2, donc direct et indirect liées à l'électricité, sur la consommation totale d'énergie, de l'IT, pardon. Là, on est autour de 0,20 tonnes de CO2 équivalent par mégawattheure. On aimerait bien se challenger par rapport aux concurrents, mais aujourd'hui, ils ne publient pas cette donnée. On espère la faire diminuer. Je vous expliquerai après quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour diminuer ce CUE. Mais voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se challenger par rapport aux autres cloud providers. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de notre bilan carbone et quels étaient les gros points d'attention, parce qu'on peut voir qu'il est très fortement déséquilibré. Il y a des choses sur lesquelles il est urgent d'agir, parce que ça représente une très forte proportion de notre bilan carbone. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus faibles et sur lesquelles, finalement, les marges de manœuvre seront moins importantes, même avec des actions. Donc, pour le scope 1, donc, comme je parlais tout à l'heure, les générateurs de secours, finalement, c'est moins d'1% de notre impact. De toute façon, on n'a pas le choix que de les faire fonctionner parce que c'est notre backup. Si un jour on a une coupure énergétique, il faut qu'ils fonctionnent. Et finalement, la consommation énergétique aujourd'hui, la consommation et du coup le carbone qui est émis à ce moment-là, finalement, c'est pour vérifier que tout fonctionne et que les données ne seront pas perdues en cas de coupure d'électricité. On a également ce qu'on appelle chauffage et air conditionné. Et ça, en fait, c'est pour les bureaux. C'est pour nous, salariés, pour qu'on n'ait pas froid l'hiver et qu'on n'ait pas trop chaud l'été. Il y a quand même une consommation qui existe et qui est prise en compte à ce niveau-là. Bon, le scope 1, on ne va pas se mentir, c'est moins de 2% de notre impact. On le reporte, c'est obligatoire, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va faire des miracles dans les mois et années à venir. Le scope 2, en revanche, va comprendre deux items importants. L'électricité du data center, 42% de notre impact. Donc là, il faut faire des choses. Je vais vous expliquer après comment on peut agir et ce qu'on fait déjà. La production des serveurs, donc nous, comme je disais, on fabrique nos serveurs dans notre usine à Croix, dans le nord ici, et également au Canada. On assemble tout sur un schéma maison, donc voilà, ça consomme un peu d'énergie que d'assembler tout ça, il n'y a pas de mystère. Le scope 2, c'est 43% de notre impact. Il est également indispensable de le reporter jusque-là, et on a des mesures pour le faire diminuer.
Le scope 3, jusque-là, nous, on a accepté de le publier de manière transparente. Ce n'était pas une obligation, mais on pense que du fait qu'il représente 55% de notre impact, le cacher, ce serait quand même pas très sport. Donc, voilà, on a toujours fait l'effort de donner toutes les informations dont on disposait. On peut voir que le principal poste, c'est les composants, leur fabrication. Donc ça, on challenge nos fournisseurs pour avoir des composants toujours plus vertueux. Et encore, quelque part, on peut se dire chanceux de ça, parce que vu qu'on a de la reverse supply chain, vu qu'on réutilise une partie de nos composants, finalement, ils sont déjà amortis au niveau du carbone. Et ça, ça fait diminuer notre empreinte. Si on ne le faisait pas, cette partie-là, elle serait beaucoup plus importante dans notre bilan carbone. Et ça, aujourd'hui, on est les seuls à le faire. On a également l'eau dans les data centers. Bon, ça, c'est une part très faible. On voit que nous, ça nous permet d'économiser de l'énergie électrique. Donc finalement, la balance, elle est vite faite. Hein. C'est beaucoup plus avantageux aussi, pour le moment, pour l'environnement, d'utiliser de l'eau pour refroidir nos serveurs. Le fret, 8% de notre impact, c'est le 3e poste. C'est pas négligeable. C'est compliqué à diminuer. On a un besoin d'aviation aujourd'hui qui est encore très fort, mais on fait l'effort. On est en train de se sourcer pour faire appel à des moyens qui sont peut-être un peu plus lents, mais qui nous permettront de faire diminuer l'impact dès lors que c'est possible. Ensuite, les bâtiments, 2%. Alors ça, c'est aussi en partie grâce au fait qu'on réutilise des bâtiments industriels qui ont déjà été utilisés pendant plusieurs années, qui sont déjà très largement amortis, et finalement, du coup, on réduit notre impact de ce côté-là. Et puis bon, après, les collaborateurs, on est 2% de l'impact de la boîte. On a du travel, il faut qu'on aille d'un site à l'autre puisqu'on est partout dans le monde. On a nos déplacements domicile, lieu de travail. On a notre matériel, notre hardware. Bon, ça, c'est quelque part, c'est indispensable, mais on commence à prendre des mesures de Green IT. On essaye d'allonger la durée de vie de nos ordinateurs, de nos téléphones pro. On essaye de rationaliser tout ça. Donc, je vous parlais de notre reverse supply chain. Vu comme ça paraît super compliqué. En vrai, c'est super simple et ça marche super bien. Alors, nous, on fabrique nos serveurs, on ne les achète pas tout fait. Donc, on reçoit les composants, on les assemble. L'avantage, c'est qu'en plus, on peut faire du sur-mesure. Quand on produit un serveur, on le teste avant de l'envoyer en data center pour être sûr qu'il supportera la charge. Il est envoyé en data center, il est racké, il fait sa vie, on attend que le client n'en ait plus besoin ou quoi ou qu'est-ce avant de le déraquer. Quand il est trop âgé, il dysfonctionne, il n'est plus suffisamment performant, le client s'en sépare, il va revenir dans notre centre soit à Croix, soit au Canada, en fonction de la localisation du data center où il était installé. Tous les composants vont être démontés et nettoyés, quoi qu'il arrive. Là, il se passe plusieurs choses. Soit malheureusement, ça ne fonctionne plus, et du coup, c'est recyclé. Soit on le teste, et malheureusement, il ne fonctionne pas. Donc on essaye de le réparer. S'il n'y a toujours pas de fonctionnement, malheureusement, recyclage. Si on peut, on essaye de le revendre ou de le réutiliser. La condition, c'est qu'on arrive à supprimer toutes les données qui soient dessus. Dans la majorité des cas, on y arrive. Malheureusement, il y a des fois où ça ne fonctionne pas et du coup, là, c'est détruit pour des raisons de confidentialité. Et voilà. Et du coup, ça retourne au stock et c'est reparti. Ça revient dans un nouveau serveur. Et comme ça, on diminue notre impact de manière très significative. Donc, comme je disais, on a à peu près 25% de nos composants dans nos serveurs qui sont des composants de seconde main. Très rapidement, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va appeler la calculatrice carbone. C'est un outil qu'on veut transparent et qu'on va mettre à disposition de nos clients l'année qui vient. Parce qu'on commence à avoir des demandes. Aujourd'hui, on peut fournir à un client son impact carbone, on le fait, mais ce n'est pas automatisé. On sait que c'est une préoccupation, on sait que forcément, il va y avoir de la demande et on veut faire au mieux. Donc fournir, comme on disait, nos 3 scopes, même si le 3e n'est pas encore obligatoire, et également faire une méthodologie qui soit compréhensible. Parce que aujourd'hui, les gens qui utilisent ces données ne sont pas forcément des experts dans ce domaine-là. On change quand même un petit peu du bilan carbone. Pourquoi ? Parce que scope 1, scope 2, scope 3, c'est pas très parlant.
Donc en fait, on va classifier selon trois autres périmètres. Un premier qu'on va appeler opération. Opération, ça va reprendre tout ce qui se passe autour d'un data center, mais qui n'est pas sa fabrication et son fonctionnement. La fabrication, ça va être la production. On va prendre donc les serveurs et tous les composants, le hardware partagé qu'on peut avoir dans un data center, et on va calculer l'impact de sa production. Là, on a un gros travail avec nos fournisseurs à faire pour qu'ils nous donnent l'impact de la fabrication des composants. Ensuite, on va avoir la phase d'usage, l'électricité dans les data centers, qu'on va restituer telle quelle à nos clients, et qui va être un gros levier d'action, parce qu'en fonction de là où est situé le data center, le mix énergétique qu'il utilise est très différent. Nous, aujourd'hui, on utilise un facteur d'émission qui est ce qu'on appelle location base. Ça veut dire qu'on considère l'électricité qui arrive physiquement dans notre data center. Il y a un autre moyen qui s'appelle le market base. Et en fait, là, ça va pouvoir considérer si on fait des achats d'énergie verte qui ne vont pas servir dans notre data center forcément à nous, mais vu que c'est nous qui avons acheté cette énergie verte, on considère que c'est nous qui l'utilisons. Physiquement, ça ne se passe pas trop comme ça. Voilà, nous, on joue pour l'instant le jeu du location base. Et la dernière partie, la partie opération, donc comme je disais, finalement c'est tout le reste, parce qu'on veut que notre empreinte elle soit la plus totale possible, la plus transparente possible. Donc il faut qu'on restitue cette partie-là, mais forcément c'est difficile de la donner tout individuellement. Ça n'a pas beaucoup de sens. En plus, comme on l'a vu, c'est plutôt des petites parties de notre empreinte. Donc voilà, on va faire un grand ensemble. On dira ce qui est dedans, mais pas forcément donner le détail de chaque part de l'impact. Pour conclure, donc vous l'aurez compris, on est un modèle intégré vertical qui est finalement durable by design. Ce n'était pas forcément le but au début. Au début, on avait un modèle qui était frugal, mais aussi qu'on voulait économique. Et finalement, ça marche très bien avec l'écologie. On se veut transparent au niveau de l'empreinte environnementale qu'on donne à nos clients. Et c'est pour ça qu'on inclut le scope 3 et surtout qu'on ne néglige pas la partie de production des serveurs. Notre innovation à grande échelle depuis 20 ans, elle limite l'impact environnemental de l'activité par tout ce qu'on a vu, l'approche circulaire, le refroidissement à l'eau. On continue d'innover parce que ça va vite. Et aujourd'hui, diminuer l'empreinte, ça devient indispensable. Et on veut prendre part à ce challenge. On publie nos indicateurs. On le fait avec plaisir. Et on est prêt à se challenger de ce côté-là. Donc voilà, on veut que tout le monde puisse les comprendre. On joue le jeu des normes ISO qui sont publiées pour ces indicateurs. Et le but, c'est que tout le monde ici soit capable de pouvoir comparer les cloud providers entre eux sur base de ces KPI. Et enfin, comme je vous l'annonçais, en 2023, il y aura une calculatrice carbone qui sera mise à disposition de nos clients, dans un premier temps pour les serveurs dédiés, donc on appelle bare metal et private cloud, et au fur et à mesure, avec leur retour, on va itérer de plus en plus pour leur donner quelque chose de toujours plus transparent, de toujours plus complet, et qui reprendra l'ensemble de nos services. Voilà, je vous remercie. Merci Aurore, merci beaucoup. Alors j'ai des questions sur le chat, puis moi aussi j'en ai parce que c'était intéressant. Alors je vais prendre celle du chat d'abord. Alors j'ai une question qui demande pourquoi le bilan carbone disponible sur le site s'arrête aux données d'août 2020. Alors parce qu'en fait un bilan carbone il faut qu'on le fasse auditer. Le bilan carbone pour l'année, on le fait auditer tous les 2 ans. On le calcule tous les ans mais on le fait auditer tous les 2 ans. Donc celui de 2022 il va être prochainement disponible. Les chiffres que je vous ai donnés c'est ceux de 2022 hein. Donc voilà, on est déjà prêts, ils sont déjà calculés, on est juste en attente de le faire auditer. Ok, super, j'enchaîne. Pourquoi n'affichez-vous pas la conso carbone approximative d'un site quand on choisit ses instances et la localisation, j'imagine? Alors c'est quelque chose qu'on prévoit de faire, évidemment, on veut le faire. Là on est en train de peaufiner notre méthodologie de ce côté-là. On va d'abord commencer par donner l'impact à nos clients, mais après, évidemment, dans un souci de transparence, pour qu'il y ait de l'éco-conception qui soit possible, évidemment, quand on choisira un produit chez nous sur la marketplace, on pourra voir les différences d'impact en fonction de si on choisit un composant plutôt qu'un autre, une localisation plutôt qu'une autre.
Ok. Eh ben, alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle avant que je monopolise la parole encore? Alexandre. Oui, bonjour. Merci pour la présentation, c'était intéressant. Par rapport à cet été, la canicule, c'était quoi à peu près les différences de température que vous avez pu subir entre un cycle normal et un cycle, on va dire, sous tension? Est-ce que vous avez le droit de faire un petit retour d'expérience là-dessus? Alors, assez simplement, de toute façon, la canicule, on l'a tous vécu. Nous, le but, c'est qu'on maintienne nos data centers à une température qu'on juge aujourd'hui supportable pour le matériel. En général, on juge que 28 degrés, c'est une température qui est plutôt correcte. L'eau qu'on fait rentrer dans nos data centers pour refroidir, elle est à peu près à 25 degrés, pour vous donner un ordre d'idée. On s'aperçoit justement dans ce genre de moment critique que finalement nos composants ils ont l'air de pouvoir résister à beaucoup plus que ça. Donc là on est en train de chercher finalement si on ne peut pas limiter notre besoin de refroidissement par le second moyen, donc les médias humides, parce que on n'en a peut-être pas besoin finalement, et sans compromettre à un quelconque moment la qualité de notre service. Donc ça c'est à l'étude et finalement on a appris de cette canicule. Est-ce qu'on a une autre question dans l'assistance? Alors attends, je vais te donner le micro parce que sinon les gens en ligne ne vont pas entendre. On a fait un bilan carbone chez nous sur notre infrastructure, mais en fait, faute de calculette, justement, la stratégie qui a été prise, c'est de juste dire, voilà, le cloud nous coûte X milliers d'euros par mois. Il y a un facteur de multiplication et puis on trouve un équivalent CO2 derrière. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, nous, on l'a fait historiquement comme ça également, tout simplement parce qu'on n'avait pas les données de nos fournisseurs. On les a toujours pas en totalité. Donc, nos fournisseurs aujourd'hui nous donnent des données pour des composants qui sont très récents. On a tout ce qui est le legacy. Vu qu'on réutilise des composants, forcément, on a des composants qui sont très vieux, qui ont 4, 5, 6, 8, 10 ans. Les fournisseurs ne nous donneront jamais leur impact environnemental. Il faut être conscient de ça. Donc effectivement, on se base sur ce que l'ADEME appelle des ratios monétaires. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que pour X euros de valeur résiduelle d'un serveur, ça correspondra à tant de kilos de CO2. Aujourd'hui, on exploite ça quand on n'a pas le choix. On espère faire mieux avec le temps, de diminuer ce besoin de recourir à ce genre de pratiques qui sont approximatives. Pour ce qu'on a pu en voir, sur un serveur moyen dans notre parc, c'est plutôt assez correct. J'espère qu'ils vont mettre régulièrement à jour ce facteur d'émission parce que tout simplement, on a des serveurs qui sont globalement de plus en plus gros. Et du coup, on commence à voir malheureusement une décorrélation de ça et on voit qu'on a une légère augmentation de l'impact. Si on prend en compte les composants, en gros, on tourne sur une différence d'à peu près 10 à 15%. Voilà. Ok, super intéressant. Alors je vois que l'heure file, on avait commencé en retard, peut-être pour les gens en ligne, on va enchaîner. Moi j'aurais d'autres questions à la fin sur le PUE 1, 2, 3, c'est intéressant parce qu'on en parle rarement, et puis sur la calculette aussi. Et je propose d'enchaîner avec David pour le deuxième témoignage qui va nous amener jusqu'à la fin de notre session. Nous, après on pourra prendre l'apéro et finir avec les dernières questions. Et voilà, merci, on continue et à tout à l'heure. David, à toi. Merci Antoine, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Content d'être là ce soir pour vous parler de FinOps. J'ai déjà eu des questions avant la session et tout le monde ne connaît pas le sujet FinOps apparemment, donc ce sera peut-être l'occasion d'éclairer. On aura bien sûr une session de questions-réponses à la fin. Donc de mon côté, David Delbois, je suis décathlonien, donc j'ai rejoint Decathlon en 2000, je vous laisse faire le calcul. Et j'ai eu un parcours 100% technique, alors technique au sens infrastructure et IT, comme ingénieur système dans un premier temps, puis comme chef de projet, et depuis 2015 comme responsable d'équipe, donc engineering manager, pour reprendre le terme que vous voyez là. Et j'ai la chance d'animer des experts, des architectes autour des thématiques de la business unit dans laquelle j'interviens, qui est en charge des plateformes de base sur les infrastructures centralisées qui sont aujourd'hui full cloud. Donc on aura l'occasion d'y revenir.
Je suis aussi sportif, comme beaucoup de monde chez Decathlon. Quelques sports passion, donc qui évoluent aussi au fil des années et de mes capacités physiques. Du vélo longue distance, de la course à pied et plus récemment le parapente. Voilà, j'ai quelques slides à vous présenter. J'avais proposé une baseline sans trop réfléchir à Antoine. Du coup, j'ai essayé de trouver comment remettre ça dans le contexte et trouver des explications par rapport à cette thématique quand même pas si simple à développer. Donc le cloud, c'est magique. Et en y réfléchissant bien, ce qui se passe, selon moi en tout cas, c'est surtout la technologie qui est magique. Et on est arrivé ces dernières années à une convergence d'évolution technologique sur la puissance de calcul, sur la bande passante qui se démultiplie, sur l'APIisation de plein de services en ligne, etc., qui fait que le cloud est magique parce qu'il nous offre la possibilité de consommer ces services techniques ou technologiques facilement à l'échelle mondiale, donc partout dans le monde avec une capacité de montée en charge quasiment illimitée. Voilà, donc c'est relativement magique. Et la technologie, là j'ai un petit exemple qui est sur de l'intelligence artificielle, donc une image qui a été générée à partir d'une phrase en langage naturel. Donc j'ai demandé à un petit outil d'intelligence artificielle de me générer l'image d'un magicien qui fait apparaître un cloud sur un fond de ciel bleu avec des pièces qui tombent du ciel. Il y a quelques noix de coco aussi, mais bon, ça c'était pas prévu. Donc il y a encore un peu d'amélioration possible, mais en tout cas je trouve ça assez magique et le cloud fait aussi partie de tout ça. Petit focus en chiffres, on est quand même là pour parler de finance, FinOps, le fin reste quand même très orienté chiffres par rapport à Decathlon, donc vous retrouvez le sens et la mission de Decathlon. Quelques chiffres aussi, donc aujourd'hui un peu plus de 100 000 collaborateurs dans 82 pays, 1715, un peu plus maintenant aujourd'hui magasins dans 61 pays. 171 millions de clients et un peu plus d'utilisateurs, puisque nos utilisateurs des produits Decathlon ne sont pas forcément les clients. On peut avoir plusieurs utilisateurs pour un même produit, etc. etc. Au niveau de Decathlon Technologies, petit mot aussi, c'est l'entité qui va regrouper toutes les équipes autour du digital, avec aujourd'hui un gros focus, une centralisation sur le HQ, donc les headquarters, le siège de Decathlon qui est sur l'île, et en l'occurrence là pour Decathlon Digital sur Croix, mais aussi d'autres bureaux un peu partout en France et des ouvertures à l'international, surtout pour être en capacité de recruter les talents là où ils sont. Et le bassin d'emploi lillois, il a une taille non infinie, et donc on s'ouvre de plus en plus sur d'autres géographies pour être en capacité d'accompagner la croissance des besoins digitaux dans l'entreprise. Sur la présentation un peu officielle de Decathlon Technologies, il y a un slide sur le cloud que j'ai repris là, j'ai juste traduit puisqu'il est à la base plutôt en anglais. Donc ça donne quand même quelques éléments par rapport au positionnement cloud de Decathlon. Le plus important, c'est le 100% multi-cloud. Donc, depuis 2021, l'ensemble de nos infrastructures centralisées, qui font tourner toutes les applications Decathlon qui étaient hébergées sur nos data centers auparavant, ont été migrées sur le cloud en quelques années. Et aujourd'hui, on travaille avec plusieurs fournisseurs, essentiellement GCP, donc Google Cloud Platform et Amazon Web Services au niveau mondial, et spécifiquement en Chine avec Microsoft Azure et AliCloud. Quelques chiffres aussi qui peuvent toujours être intéressants sur les retours d'expérience qu'on a pu avoir hein, sur alors certains périmètres, hein, c'est pas forcément global, mais on a pu mesurer le avant-après pour certaines applications qui ont été migrées. Et en termes d'empreinte matérielle, on a constaté une réduction de 39% d'usage à périmètre égal entre une application hébergée sur nos data centers et la même application avec à peu près le même niveau de service sur le cloud. Avec aussi des améliorations assez conséquentes en termes de temps de réponse. En l'occurrence ici pour une application membre, donc l'accès à vos données de clients Decathlon. Voilà. Je voulais embrayer sur un autre sujet qui est la confiance. Pourquoi ? Parce que le cloud, à l'échelle de Decathlon en tout cas, génère beaucoup de projets, beaucoup de consommation de ressources. Et il s'avère que nos fournisseurs, à juste titre, facturent l'ensemble des usages. Donc on consomme énormément de services différents,
dans énormément de géographies différentes. Donc, par exemple, ici, de la consommation de load balancer sur Séoul, donc la zone Asie-Pacifique AWS qui est hébergée sur Séoul. Et on est facturé, là, par exemple, de 17 heures d'usage d'un load balancer facturé 0,0225 centimes de dollars par heure, ce qui nous fait 38 centimes. Ça me génère une facture. Je reçois des centaines de factures tous les mois. Et pour illustrer un petit peu la complexité, on a la principale facture du mois dernier fait toujours 557 pages. Donc c'est impossible d'analyser, de valider des factures manuellement. Donc on est contraint de faire confiance aux fournisseurs par rapport à tout ce qui est relevé. Bien sûr, on a des mécanismes de contrôle un peu génériques qui essaient de suivre tout ça, mais impossible de vérifier en totalité. Et l'autre niveau de confiance est plutôt chez Decathlon. Dès le début, donc dès les premières phases du cloud, on a eu, l'équipe en tout cas a pris la responsabilité et a eu la confiance de l'entreprise en termes de refacturation du cloud. Donc c'est mon équipe aujourd'hui qui paye l'ensemble des factures et qui refacture les usages, application par application, service par service dans l'entreprise. Voilà, et donc cette initialisation un peu du sujet FinOps a démarré sur de la pure refacturation des usages et a mûri au fur et à mesure de la croissance des usages Decathlon et des volumes aussi de dépenses en FinOps, de manière à ce qu'on soit en capacité de faire un peu plus que ça, et j'en parle juste après. Et du coup, le FinOps chez Decathlon se base sur une baseline qui consiste à aider les utilisateurs du cloud Decathlon à maîtriser et à optimiser leurs usages. Ça passe par quelques axes. Le premier, c'est de mesurer, donc d'être en capacité de refacturer les usages en interne. C'est très difficile d'améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas, donc on a vraiment commencé par là. Et on fournit des solutions développées en interne, donc on n'a pas d'outillage spécifique, même si sur les premiers axes autour de la refacturation, il y a quelques années, on travaillait avec un outil du marché. Depuis, on a pris le parti de maîtriser nos composants, enfin nos solutions FinOps directement en interne. Et donc, on améliore un peu nos outils au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas une capture d'écran qui est là, mais ça montre qu'on a un outil interne qui gère cette refacturation, qui évolue au fil du temps en fonction aussi des retours des utilisateurs, des besoins. Ça, c'est vraiment la base. On a ensuite construit des outils, là aussi, qui vont scanner les inventaires. Donc, on regarde finalement ce qui est utilisé par nos utilisateurs cloud. Et on a quelques use cases en anglais, j'essaie de trouver le terme en français, enfin quelques cas d'usage où on vient identifier des usages inappropriés. Donc, le plus basique, on en parlait tout à l'heure, ça va être les disques détachés sur des instances. Simplement parce que sur le cloud, quand on consomme une instance, forcément, enfin la plupart du temps, il y a des données attachées. Et par sécurité, lorsque l'instance est supprimée, les disques ne sont pas supprimés, de manière à ce qu'en cas de besoin, on puisse récupérer les disques et récupérer les données. Sauf que le cloud, c'est tellement magique, que c'est tellement pratique que on peut tout à fait consommer des services cloud sans être expert, on va dire. Et tout le monde ne maîtrise pas les tenants aboutissants de chacun des services, sachant que aujourd'hui, les catalogues de nos deux principaux fournisseurs nous proposent des centaines de services différents. Et une des leçons que je peux déjà vous livrer là, au niveau du FinOps, c'est qu'il pour optimiser, il faut être en capacité d'aller un peu plus en profondeur pour aller chercher toutes les optimisations qui peuvent apparaître aussi au fil du temps. Les services ont tendance à s'améliorer. Et donc à ce niveau-là, il y a encore un petit peu de travail. En tout cas, au niveau FinOps, on a pris cette responsabilité d'essayer d'accompagner au maximum les équipes pour leur simplifier l'analyse, l'optimisation. Et on leur envoie des alertes qui viennent dire aux équipes qui ont été identifiées grâce à des référentiels que, par exemple, donc un disque a été détaché, est détaché sur leur périmètre. On leur demande de le supprimer. Et on a aussi et surtout un mandat pour agir après X relances si on n'a pas de réponse de ces équipes-là, pas d'action ou pas de réponse satisfaisante. Donc ça permet quand même de garantir que le parc est à peu près clean par rapport à des motifs qu'on maîtrise. On fait à peu près la même chose aussi en cas de dérive de coûts, sans aller jusqu'à une gestion très fine des budgets, avec un suivi des mises à jour possibles en fonction des besoins, d'évolution des projets. On est vraiment plutôt sur de la comparaison mensuelle
au global, mais surtout entité par entité, de manière à ce qu'en cas de dérive assez conséquente, on puisse prévenir les équipes de manière à ce qu'elles puissent agir, le cas échéant, si l'évolution de coût n'est pas liée à une évolution de leur business ou des fonctionnalités de leur application ou de leur périmètre. Un gros focus aussi, et sans doute le premier levier d'optimisation des coûts, ça va être le pilotage et plutôt la négociation de contrats. On est en capacité de négocier des conditions qui sont du coup privées, je ne peux pas vous les partager, avec les fournisseurs. Et le principe est assez simple. Quand on est capable de leur apporter de la visibilité sur les usages qu'on va réaliser donc dans les années qui viennent, ça leur permet de s'organiser et donc en contrepartie, on est en capacité de négocier des discounts. On a aussi des discounts publics qui là sont accessibles à tous via des grilles qui sont publiées donc, sur les sites publics des fournisseurs, qui reviennent un petit peu au même, mais qui sont plutôt orientés maintien de ressources ou engagement de dépenses. Et à partir de là, quand on est en capacité de garantir un maintien de certaines ressources pendant un certain temps, 1 an, 3 ans en général, des grilles complètement publiques font baisser le prix de la ressource qui du coup va être maintenue et leur permet là aussi de s'organiser. Donc on mélange un petit peu tout ça, on s'appuie sur ces différents leviers pour optimiser les coûts et c'est un vrai facteur d'optimisation. On a aussi cette action autour des actions FinOps locales. Je parlais de la richesse des catalogues cloud, donc plusieurs centaines de services différents. Alors bien sûr des services d'infrastructure assez basiques comme de l'instance, du stockage, mais ça passe aussi par de l'intelligence artificielle, par de la gestion complète de supply chain, etc. etc. C'est de plus en plus métier d'ailleurs. Et une petite équipe FinOps, on est 2,5, n'a pas capacité à devenir expert sur l'ensemble de ces services. Donc on travaille avec les équipes locales donc, qui vont consommer un service spécifique de par leur activité, de manière à ce qu'elles puissent monter en compétences, monter en expertise sur le service en question et aller détecter ou mettre en œuvre des leviers qui permettent d'optimiser les coûts sans dégrader le niveau de service. Voilà. On s'est fortement inspiré de la FinOps Foundation qui nous accueille aujourd'hui, entre autres. Donc, la FinOps Foundation a permis de fixer un cadre, d'expliquer ce qu'est le FinOps, de proposer une méthodologie, des méthodes d'accompagnement aussi des différents personas dans l'entreprise. Donc, côté finance, les équipes techniques, etc., etc. Donc ça a été super utile pour cadrer les initiatives FinOps chez Decathlon. Et on a un peu challengé le modèle de la FinOps Foundation avec des travaux du Gartner qui s'intéresse à beaucoup de sujets sur le digital en général et a fait un très beau travail aussi sur les FinOps. Donc je recommande, si vous êtes client Gartner en tout cas, de consulter leurs travaux qui sont très intéressants. Voilà quelques points clés du FinOps chez Decathlon. J'ai résumé ça par FinOps at scale parce qu'il y a une certaine échelle quand même d'usage de dépenses qui fait qu'on a des spécificités. Donc le choix d'avoir ou de développer une expertise sur le FinOps en interne et des outils associés. Donc là vous voyez une petite capture d'écran de notre outil d'alerting qui permet à chaque équipe de retrouver les alertes qui ont été émises pour son périmètre. On a essayé d'être assez pragmatique en couplant ça avec l'aspect coût aussi. Le but, c'est pas simplement de nettoyer les disques, par exemple, mais aussi de pouvoir piloter l'impact économique. Et on a commencé par leur envoyer des alertes, on va dire, sur les actions ou par rapport à des actions qui avaient le plus d'impact. Simplement pour éviter d'envoyer des tickets via nos outils internes à une équipe, tickets qui vont parfois leur prendre on va dire un quart d'heure à traiter. Si le coût d'action d'un quart d'heure de la personne en question est moins rentable que le bénéfice qu'elle va en tirer, parfois on est sur quelques centimes, ça n'a pas forcément de sens. Donc on a vraiment commencé par ce qui avait le plus d'impact, donc plusieurs centaines d'euros parfois ou de dollars, en descendant au fur et à mesure. Et là, le voilà, on arrive aujourd'hui sur ce use case-là, qui est donc les disques détachés sur GCP, à un niveau d'alerte de $10 par mois. Donc dès qu'on détecte quelque chose qui a un potentiel d'économie de au moins $10 par mois, l'équipe en question va recevoir une demande d'action, on va dire.
Proximité et automatisation. Alors c'est un peu antonyme, mais on essaie de faire les deux. Proximité pour accompagner les équipes qui ont des usages très spécifiques ou des très gros volumes. Donc on les voit, on va dire, mensuellement, de manière à pouvoir travailler en profondeur sur leurs spécificités et aller chercher vraiment des optimisations très fines sur des services vraiment exclusifs ou exclusivement utilisés par ces équipes. Et automatisation, plutôt pour gérer tout le reste. On a des milliers de comptes, des milliers d'utilisateurs aussi. Donc on n'a vraiment pas capacité humainement à gérer tout ça en la main. Donc on a mis en place ces outils qui permettent de s'assurer de traiter le plus gros des actions maîtrisées. Et bien sûr, on continue à essayer de développer des choses puisque les services des fournisseurs évoluent beaucoup au fil du temps. Troisième point important, en tout cas qui a été utile chez Decathlon, c'est d'avoir un mandat fort. Donc on a un vrai mandat pour agir, par exemple lorsque les équipes ne font pas le travail. Donc on essaie bien sûr de les sensibiliser, de les former aussi. Et la gouvernance qui est nécessaire, là aussi par rapport à cette richesse de services techniques. Mon équipe FinOps n'a pas capacité donc à devenir expert de l'ensemble des services et on compte beaucoup sur les différents référents des services exclusifs utilisés chez Decathlon pour rayonner au sein de l'entreprise si jamais d'autres équipes décident d'utiliser ces services et définir des règles de gouvernance. Donc par exemple définir pour les instances les familles qui sont considérées comme obsolètes de manière à ce qu'ensuite on puisse s'appuyer sur ces règles de gouvernance pour mettre en place de l'outillage et aller chercher les optimisations. Voilà, j'avais prévu donc un slide de transition pensant qu'Aurore passerait juste après moi. Donc c'était un bon exemple, enfin en tout cas une bonne transition avec le sujet GreenOps. Moi j'ai eu la chance chez Decathlon de gérer le Green IT pendant quelques années, au début des années 90. On était encore pas forcément complètement mobilisé, on va dire, sur les sujets environnementaux. Néanmoins, c'est quelque chose qui redémarre très très fort et il y a énormément de demandes avec un focus qui se fait aussi en partie sur le FinOps parce qu'on a la volonté de publier l'impact carbone avec la même granularité que l'impact coût sur les sujets cloud. Donc aujourd'hui, on est capable de le faire sur GCP, AWS est en train d'arriver. Et donc aujourd'hui, les équipes peuvent s'animer suivant leur sensibilité soit sur les coûts, et donc plutôt optimiser, on va dire, le portefeuille Decathlon, soit sur la partie carbone, et donc optimiser ou garantir que le bien commun environnemental soit préservé. Et on voit vraiment des profils qui sont très sensibles sur la partie environnementale, peut-être un peu moins sur la partie économique. C'est quelque chose qui commence à prendre une vraie place. Donc on se base, comme je disais, sur les données transmises par les fournisseurs. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment aujourd'hui encore capacité de challenger les chiffres qui sont remontés. Par contre, on sait que c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler parce que, comme le disait Aurore, il y a des règles de calcul qui ne sont pas forcément les mêmes partout, notamment aux US avec nos fournisseurs AWS et GCP, et notamment la prise en compte des compensations carbone qui peuvent être remises en cause, on va dire. Donc on a prévu, ou plutôt les équipes Green IT Decathlon ont prévu de travailler le sujet pour qu'on soit au maximum en maîtrise des modèles de calcul et qu'on puisse peut-être, dans un second temps, aller mettre en place nos propres règles de calcul pour reporter des données, des chiffres, avec quelque chose qui sera maîtrisé non pas par les fournisseurs, mais par Decathlon. J'en ai fini. On a un petit peu de temps pour les questions-réponses. Merci beaucoup. Alors, je vais remonter sur scène, me mettre sous les sunlights. Merci. Alors, on a quelques questions. C'était très intéressant. Alors, moi, j'en avais déjà une, c'était les providers. Alors, j'ai compris que c'était GCP et AWS. Sur la partie carbone, justement, sur GCP, ça me fait penser que le dernier meet-up, c'était justement Google qui était venu parler de la partie carbone. Donc, je vous invite à le regarder. Il doit être sur notre channel YouTube. Alors, j'ai des questions sur le chat. Je vais faire le chat d'abord. Ensuite, on verra la salle. Et puis, moi aussi, j'en ai, évidemment. Alors, par ordre chronologique, j'avais Eric déjà qui demande si on peut transmettre par Teams l'apéro. Alors, ça me semble un peu compliqué. Mais alors, c'est Eric Duquesnoy et je le salue à distance. Eric est basé en région genevoise. Et il a lui aussi un meet-up sur l'IT. Ça parle Kubernetes, DevOps et FinOps. Donc, si vous êtes dans la région suisse, je vous invite à le rejoindre. Il a un meet-up demain. Voilà. Donc, je crois que c'est complet. Mais en tout cas, je vous laisse aller voir sur le site meetup.com. Ça pourrait vous intéresser. Alors, outre l'apéro, qui est un sujet important, passons à la question d'après. Et alors,
Quand tu parlais outillage, j'étais en train de compter dans ma tête combien de temps la première question sur l'outillage justement mettrait de temps à arriver. Donc elle est arrivée par Francky. Je l'attendais. Bah oui, ouais, c'est la marotte qui revient tout le temps. Donc l'outillage, ça concerne. Sa question, par exemple, c'est des différences entre l'outillage fourni par les providers pour faciliter le pilotage FinOps. Moi, j'aurais aussi une question aussi sur l'outillage Decathlon. Je comprends qu'il est homemade. Donc, qu'est-ce que vous avez utilisé comme brique pour le créer qu'est-ce que ça coûte de le maintenir? Et question connexe, pourquoi du coup vous n'avez pas pris une solution du marché comme on en parle souvent. Donc, je pense que c'est une question que tout le monde se pose et que tout le monde se pose à chaque témoignage. Voilà. Oui, question pertinente. On a donc à l'époque quand le FinOps n'était que entre guillemets de la refacturation, on travaillait avec un produit français qui s'appelle Tivity, qui était totalement adapté à cet usage-là, mais qui nécessitait malgré tout un certain investissement pour pouvoir l'adapter aux spécificités des Decathlon, donc avec des développements, en tout cas des adaptations parfois assez conséquentes à réaliser. On a aussi constaté qu'on avait du mal à gérer ça en interne. Et donc on perdait en maîtrise de ce sujet-là. Et donc constatant aussi les difficultés de recrutement, qui sont toujours vraies, je pense, en digital, et c'est vrai en particulier sur le FinOps, on a voulu se focaliser sur une montée d'expertise en interne, et non pas sur un outil en particulier du marché qui pourrait évoluer au fil du temps, mais plutôt sur nos propres solutions, de manière à pouvoir se consacrer à l'essentiel, enfin se focaliser sur l'essentiel, et éviter de mettre entre les mains de nos utilisateurs des outils hyper puissants, mais très très riches, alors que leurs besoins sont quand même sont souvent assez basiques pour vraiment l'utilisateur standard, on va dire. Du coup, on a investi sur des outils côté GCP plutôt. En pratique, on récupère l'ensemble des données de facturation des fournisseurs qui sont stockées dans un BigQuery. On a ensuite beaucoup de transformations qui s'opèrent pour introduire nos règles de calcul, prendre en compte les métadonnées Decathlon, etc. etc. Et en DataVis, on travaille avec Data Studio, qui s'appelle Looker Studio maintenant. Là aussi, pour vraiment permettre de sortir des rapports hyper personnalisés, relativement simples malgré tout. Et surtout, ce qui est alerting, on travaille avec on va dire une suite d'outils serverless GCP qui permettent de mettre en place des processus techniques / métiers et aller jusqu'à ces outils, ces interconnexions avec nos outils internes comme le ticketing, de manière à vraiment s'inscrire dans les outils habituels des utilisateurs Decathlon, de manière à éviter par exemple des envois de mails pour des alertes qui seraient complètement perdus dans les boîtes aux lettres. On utilise vraiment l'outil de ticketing entre guillemets corporate, ce qui fait que les équipes sont beaucoup plus à même à intervenir lorsqu'elles sont sollicitées. Ok, alors c'est intéressant, je ne sais pas que je veux faire de la pub pour le dernier meet-up, mais ça rejoint le témoignage de Veolia qui a utilisé la même stack BigQuery, Data Studio, et puis avec du ServiceNow pour la partie process et ticketing aussi. Autre question de Francky aussi sur le chat qui demande entre CSP, du coup entre AWS et GCP, si tu vois des différences notoires de pratique en matière de transparence et de simplification de la facturation. Alors, je n'ai pas répondu tout à fait à la question tout à l'heure. La première question autour de la richesse ou de la complétude des consoles par rapport à ces sujets FinOps. Ce qui est clair, c'est que ça nécessite, en tout cas la maîtrise de ces consoles-là, de manière à en tirer quelque chose de substantiel, nécessite un vrai investissement et une montée en expertise. On voit une vraie différence entre AWS et GCP, clairement. AWS, c'est l'acteur historique du marché, donc a un modèle très riche, on va dire, pour ne pas dire complexe, mais hyper complet, mais qui nécessite quand même une vraie appropriation. Alors, le modèle de données, les outils aussi en général, qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses. GCP est plutôt un peu plus newcomer sur le marché et a la chance d'être reparti de zéro, sur des bases saines. Et d'avoir par contre en contrepartie un niveau de fonctionnalité qui est encore un peu en retrait. Ok. J'en profite pour avancer d'une slide juste avant que les gens partent, peut-être parce qu'il est 19h passé.
Il y a le lien autour du questionnaire de SAT si vous voulez qu'on évoque des sujets en particulier sur les prochains événements. Donc j'en profite pendant qu'on papote. Alors je crois que c'était la dernière question du chat, je vais vérifier, mais est-ce qu'on a des questions dans l'assistance? Alors, Alexandre, je redescends. Oui, merci pour la présentation. Peut-être que tu as déjà dit, mais avec combien d'équipes tu es en relation? Combien de personnes gravitent autour de ton équipe FinOps? Alors, Decathlon Technologies, aujourd'hui, c'est 3700 personnes, beaucoup en France et partout dans le monde. En pratique, on travaille avec, on va dire, deux grosses typologies d'utilisateurs ou d'équipes. C'est des équipes Ops historiques qui sont hyper compétentes et qui maîtrisent le périmètre, qui maîtrisent aussi tout l'écosystème Decathlon, donc qui ont les contacts, les outils, etc., etc. Ça représente une quinzaine d'équipes, on va dire. D'une dizaine, entre 10 et 15 personnes par équipe. Et après, on a aussi tous les autres utilisateurs du cloud Decathlon qui n'ont pas forcément cette expérience-là, qui ne sont pas forcément des ops, avec des compétences techniques fortes sur le cloud. Et donc, on doit pouvoir s'adapter justement à des niveaux de maîtrise qui sont très différents et qui sont naturels dans un écosystème comme Decathlon. Et là c'est plusieurs centaines de personnes, mais par contre avec des interactions beaucoup moins fréquentes. Et donc, chacune de ces points de contact ont leur tableau de bord personnalisé, en fait. Alors, c'est une bonne question aussi. On a pris le parti d'être complètement transparent sur les coûts en interne. Donc, l'ensemble des coûts cloud sont disponibles sur les rapports FinOps. Et nos utilisateurs ont ensuite la possibilité de filtrer les rapports en fonction donc, de leur compte d'exploitation, de leur équipe, etc., des services techniques sur lesquels ils souhaitent pouvoir piloter les coûts. Donc on n'a pas un rapport par utilisateur, mais bien un rapport générique qui est filtrable pour que chacun puisse retrouver les données qui le concernent ou qui l'intéressent. J'ai une dernière question. Pas de souci. Vos indicateurs de succès. Chaque mois, c'est quoi votre métrique J'imagine que c'est peut-être les coûts, mais peut-être autre chose. Alors, c'est les coûts, bien sûr. On calcule un retour sur un ROI, un retour sur investissement, de manière à justifier aussi l'intérêt, ou en tout cas l'existence de cette équipe FinOps. Là aussi, c'est des partis pris. Et on a deux partis pris. Le premier, c'est de prendre en compte uniquement les nouvelles optimisations. Donc, un nouveau sujet qu'on va déclencher, par exemple la mise en place de tiering automatique sur S3. Une fois que c'est lancé, on prend pour nous, on va dire, les bénéfices sur 12 mois. L'année d'après, on considère que c'est devenu un standard et on revendique plus cette paternité-là. Et donc, on a un ROI qui évolue au fil du temps. Si on a un gros coup lancé en début d'année, on a quasiment 12 mois de ROI qui viennent s'impacter. Et si par contre, on a fait une très très bonne année l'année précédente, c'est sans doute un peu plus difficile de faire une très bonne année aussi l'année d'après. Mais ça permet quand même de bien mettre en avant la rentabilité du travail qui est réalisé. Et il y a aussi des abacs sur le marché. Moi, j'ai en tête une personne par million d'euros dépensés par mois. J'ai vu des choses comme ça tourner, à voir si ça vous parle. Mais en tout cas, ça permet de garantir que l'équipe a toujours un sens et aussi de motiver l'équipe. Clairement, voir les économies générées, c'est toujours super motivant. Merci. Alors, est-ce qu'on a autre chose dans l'assistance? Oui, il y a plein de mains. Oh là là, super. Comment vous gérez les arbitrages, par exemple, avec les équipes qui ont des architectes qui disent moi je vais utiliser tel techno, ça va coûter autant. Est-ce qu'ils ont leur budget ou comment ça se passe Alors, j'ai pas de réponse magique. Par contre, il y a une gouvernance technique qui existe depuis un certain temps chez Decathlon, qui est de plus en plus forte, de manière à non pas brider les gens, au contraire, mais à leur permettre de se focaliser sur les solutions qui sont réellement utiles dans l'écosystème Decathlon, donc à leur permettre d'aller plus vite et d'avoir aussi la garantie de disposer d'équipes au global de Decathlon Technologies qui vont pouvoir supporter toutes ces solutions-là. Donc ça fonctionne plutôt comme ça. Après, effectivement, on a aussi des équipes qui vont faire ça un petit peu plus de manière officieuse, mais on voit très souvent un retour au standard qui se fait avec le temps. Merci. Alors après, il y avait une main ici. Merci. Bonsoir, Olivier Warin. J'ai une question. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait certaines préconisations qui étaient faites sur la partie stockage avec les disques orphelins ou même les snapshots. C'est des choses qui sont assez simples en fait à superviser. Par rapport au type d'instance, suivant les régions, suivant
même le right sizing, est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte et jusqu'où vous allez dans les préconisations que vous pouvez émettre vers les différentes équipes ou les BU chez Decathlon et aussi vers le type de service même. Par exemple, utiliser du serverless plutôt que du containérage de service ou autre chose. Jusqu'où vous allez dans l'ensemble de votre outillage. Alors, il y a beaucoup de sujets dans la question, merci. Il y a encore un travail à faire. On parlait de gouvernance technique, donc c'est une très bonne transition. On n'a pas forcément encore de règles qui s'appliquent pour l'ensemble des typologies d'usage ou typologies de services techniques. Et par exemple, sur les instances, c'est vrai qu'il y a encore une large liberté qui est proposée aux équipes Decathlon. Il y a assez peu de filtrage ou de blocage dans les consoles des fournisseurs. Par contre, c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler pour éviter justement de voir dans notre parc des instances qui sont totalement déprécatives, enfin obsolètes, qui ont du coup un rapport coût-performance très faible. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Par contre, comme je disais aussi, ce ne sera pas la mission de l'équipe FinOps, puisque moi, je n'ai pas capacité avec ma petite équipe sur ce sujet FinOps de venir fixer des règles de gouvernance pour l'ensemble des services techniques disponibles sur les catalogues des fournisseurs cloud. Donc, on pousse beaucoup les équipes en interne pour les inciter à exprimer leur standard de gouvernance de manière à ce qu'ensuite on puisse construire nos use case FinOps avec de l'automatisation pour aller remédier tout ça. Un autre exemple sur la partie compute, parce qu'on en parle, je pense aussi beaucoup, c'est le changement d'infrastructure, d'architecture processeur pour passer d'Intel à de l'ARM. Il y a pas mal de chiffres qui tournent, qui montrent des gains assez substantiels. On le fait beaucoup et de plus en plus sur les bases de données managées, parce que ça se fait assez vite. On choisit une autre instance, on redémarre et c'est fait, ou quasiment. Pour le IaaS, donc les instances, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut être en maîtrise de la chaîne OS complète. Donc l'OS de base, compatible avec l'architecture processeur ARM. Toutes les briques aussi déployées sur les OS, et on n'est pas encore en capacité de faire ça. Voilà, on a tout ça pour dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur le sujet FinOps et encore de très belles optimisations à aller chercher. Ça n'a jamais de fin, de toute façon. Oui, vas-y, pardon. Une deuxième question, complémentaire. Les instances de type Spot, j'imagine que vous avez des RI à foison chez Decathlon, mais les instances de type Spot, c'est des choses que vous mettez, que les équipes sont sensibilisées à utiliser, ou une nouvelle fois, elles provisionnent à la demande, voir les RI s'il y en a. Ouais, on est très réservation. Parce que, alors j'essaie de trouver des excuses, mais on vient du monde du data center où on était sur du CAPEX, donc forcément on a encore un peu ces réflexes-là. Néanmoins, c'est vrai que les réservations, ça va à l'encontre du principe du cloud qui est quand même le on-demand à la base. Donc obtenir des équipes des engagements sur plusieurs années, c'est quand même des choses qui sont un peu contre nature. Donc on essaie de trouver les bons équilibres. Sur le spot, c'est un vrai axe d'optimisation, clairement. Le point de difficulté aujourd'hui, c'est que tous les workloads applicatifs ne sont pas compatibles. Donc on a aussi encore un travail à faire. Mais par exemple, sur la stack technique de référence autour du container, autour de Kubernetes, dans sa toute prochaine version, va par défaut être exécutée sur du spot. Ou en tout cas de l'instance préemptible côté GCP. Ok. Alors, une question. Alors, j'ai entendu tout à l'heure finalement que les besoins en termes de fonctionnalité pour une solution FinOps étaient basiques et satisfaits par une solution maison. Mais alors, est-ce que tu as une roadmap finalement toujours avec la solution maison et quelle serait la fonctionnalité qui serait souhaitée dans le futur ? Alors, on fait des choses assez basiques. Alors, tout est relatif à l'échelle Decathlon. On a aussi évalué différents produits du marché. Donc, au fil du temps, on fait aussi de la veille technologique. Donc, on essaie de suivre ça pour rester à jour, on va dire, et pouvoir basculer éventuellement sur un produit du marché si ça devenait pertinent. On a aussi des regroupements possibles avec d'autres outils. On a par exemple des outils de sécurité qui font de la rémédiation, donc détection de motifs, alerting, rémédiation. Donc on pourrait très bien imaginer basculer toute notre partie rémédiation sur ces outils de sécurité en étendant un petit peu le scope pour leur faire du FinOps plutôt que uniquement de la sécu. Donc il y a des choses comme ça. Après sur les outils, enfin sur l'outil en tout cas l'outil le plus utilisé qui est le consulter la facture, donc la refacturation, on est sur quelque chose qui est quand même plutôt stable. Les évolutions vont plutôt consister à intégrer des fournisseurs
on va dire cloud un peu plus spécifiques qui fournissent des bases de données managées, des choses comme ça uniquement. Donc on travaille avec des choses comme ça, sur des choses comme ça. Intégration de la marketplace aussi, voilà. Mais effectivement, ça reste quand même assez basique. Là, on est quand même. J'essaie de résumer un peu ma réponse. On est arrivé à un certain niveau de maturité sur l'outillage. On peut activer assez facilement de nouveaux use cases. Donc on réutilise bien sûr le framework qui a été conçu. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de challenger nos outils avec des outils du marché. C'est tout bon. Super. Je vais retourner sur la scène. On va bientôt finir. Aurore, peut-être je t'invite à nous rejoindre. Moi, j'avais des questions pour Aurore encore. Est-ce qu'avec David, on est bon? Je lui laisse le micro. Je crois qu'en ligne, c'est bon. Bon. Après, on peut peut-être ouvrir le bar. Je sais pas, Clément, tu peux nous rejoindre aussi si tu veux. Tu m'as aidé en plus sur l'événement. Donc, Clément de Lota Cloud qui nous offre à boire et à manger après en plus. Moi, j'avais des questions sur le PUE 1, 2, 3, là, parce qu'on parle toujours de PUE, rarement 1, 2, 3. Moi, j'ai entendu cet été Yann Lechel, alors bon, c'est Scale West, pas OVH, mais qui en parlait dans un podcast d'Evoteam. Et justement, il faisait remarquer que les PUE qu'on calculait en France, c'était pas les mêmes que les PUE des Américains, par exemple. Alors, selon qu'on prenne le 1, 2, 3, est-ce que ça change beaucoup la mesure? Est-ce que ça rend incomparable les PUE entre fournisseurs? Parce que tout le monde s'amuse à faire ça aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'impact, effectivement, finalement, de ces 1, 2, 3? Est-ce que ça veut dire qu'à l'arrivée, on compare des pommes et des poires? Alors, le PUE, déjà, ça dépend d'une norme ISO qui définit effectivement pourquoi 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, on va dire, c'est basique, intermédiaire, avancé, dans cet ordre-là. Alors oui, ça peut les rendre incomparables, tout simplement parce que le numérateur restera le même, c'est la consommation globale du data center, ça c'est notre fournisseur d'accès à l'énergie qui nous le donne, ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, le dénominateur, c'est la consommation IT. Et en fait, 1, 2 et 3, ça va dépendre où est-ce qu'on la mesure dans le data center. 3, c'est au plus près du serveur. Donc c'est très précis. 2, c'est un peu plus loin. Et 1, encore plus loin. Donc ça veut dire qu'on va considérer dans la consommation IT de plus en plus d'éléments qui ne sont finalement pas la consommation IT, qui vont faire augmenter le dénominateur. Et si on augmente le dénominateur, on fait diminuer notre PUE, mathématiquement. Et du coup, c'est plutôt avantageux d'aller le mesurer loin, mais ça manque de précision. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est pousser les gens à dire allez le mesurer au plus proche du serveur. C'est compliqué, hein. Comme je le disais, on est sur un PUE 2 parce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas en mesure d'aller plus proche de nos serveurs pour l'ensemble de notre data center. Mais voilà, par contre, on dit où est-ce qu'on mesure pour être transparent. Et la norme ISO conseille également que quand on passe en dessous de 1,2 de PUE, il faut aller vers du PUE 3, justement pour s'assurer que là, on ne dit pas de bêtises, en fait. Au bout d'un moment, il faut préciser la mesure, quoi. Ok, intéressant. Yann Lechel, lui, parlait par exemple de l'exemple de s'il y a un NOC à côté du data center avec des gens qui viennent, ils ont besoin peut-être de clim, d'un frigo, et il parlait de ce genre de consommation d'électricité qui était prise en compte par Scaleway, mais pas par les Américains. C'était l'exemple dont il parlait, lui, de mémoire. Alors, le PUE, il est quand même pas mesuré aussi loin des serveurs. Ouais, comme quoi. Et moi, j'avais une question sur la calculette. Donc, la calculette, elle se base sur le bilan carbone que vous faites, j'imagine? C'est ça? Alors, en partie, effectivement, pour la partie dont je parlais opération, elle va effectivement reprendre les éléments du bilan carbone parce que aller plus loin dans la méthode, alors que c'est des tout petits postes d'impact, ça ne nous paraît pas pertinent. Là où on veut agir, c'est sur la consommation énergétique et sur la fabrication des serveurs. Du coup, pour la fabrication des serveurs, effectivement, on va challenger davantage nos fournisseurs pour qu'ils nous donnent des données d'analyse de cycle de vie, d'ACV, qui est une méthodologie très précise, pareil, normée avec une norme ISO, pour qu'on puisse fiabiliser par rapport à un bilan carbone qui, étant à l'échelle de l'entreprise, nous demandera un peu moins de précision à ce niveau-là. Là, on ne joue pas sur quelques grammes ou quelques kilos, alors que pour le client, on peut en arriver à ces extrêmes-là. Pareil pour la consommation énergétique. Pour cette partie-là, on va reprendre la consommation des data centers qu'on va sommer fois le facteur d'émission de chaque pays concerné. Pour le client, il va falloir qu'on sache quel produit il utilise et du coup avoir la consommation énergétique de ce produit-là en particulier.
Oui, c'était exactement ma question, parce que si on fait ça sur une période de référence, par exemple annuellement, disons qu'OVH c'est sur une période de référence X millions, enfin X tonnes de carbone, quelle clé de répartition derrière vous utilisez pour la quote-part de chaque client dans la calculette, parce que ça peut théoriquement dépendre de l'usage et du nombre de clients que vous avez. Donc comment faire cette bonne reventilation, trouver la bonne clé de répartition? Est-ce qu'on compte à la VM? Est-ce qu'on regarde l'usage du CPU dans la VM? Enfin, il y a plein de questions derrière sur comment on peut reventiler de manière à peu près fiable et équitable l'empreinte carbone d'OVH à travers ses clients, quoi. Alors nous, tout ce qui est machine virtuelle, donc plutôt public cloud, finalement, c'est pas la plus grosse partie de notre clientèle. C'est pas la majorité de ce qu'on vend. Donc effectivement, c'est une méthodologie qu'on n'a pas terminée aujourd'hui de mettre en place. Par contre, on l'a terminée pour tout ce qui est dédié. Donc un serveur physique, assez simplement, hein, on sait quels sont les composants qui sont dedans, on connaît leur impact. Donc là, on va parfaitement pouvoir dire à un client, ton composant, c'est le tel, il a tel impact, il a telle durée de vie, parce qu'il a peut-être déjà été amorti. On amortit pour l'instant sur 5 ans nos composants au niveau de leur empreinte carbone. Mais vu qu'on réutilise des composants, peut-être qu'il a plus de 5 ans, il a plus d'empreinte celui-là. Donc ça, c'est pour la partie fabrication. Pour la partie électricité, on a ce qu'on appelle des smart PDU qui vont mesurer la consommation énergétique de nos baies. Et en fait, tout simplement, là, on va la réallouer aux clients qui sont sur une même baie. Comme ça va faire un workload moyen pour eux. Et après, la partie opération, encore plus simple, c'est un gâteau. On somme tous les impacts, c'est un gâteau et un serveur à une part. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, on peut tomber sur ce cas, je prends un VPS chez OVH, je ne le choisis pas, je choisis juste sa taille. Est-ce que si j'ai de la chance, je tombe sur du matériel amorti et du coup j'ai un budget CO2 faible, et si j'ai pas de chance, je tombe sur du matériel moins amorti, et dans ce cas-là, mon budget CO2 sera plus élevé. C'est possible d'avoir ça à l'arrivée? Alors, il peut y avoir une part de chance, effectivement. Après, en fonction du produit qu'on prend, nous, on a différentes gammes. On a la gamme premium, entre guillemets, et on va avoir ce qu'on appelle Soyuz Start et Qui me suffit, qui sont des gammes qui ont un prix un peu plus abordable, et qui vont avoir des composants, finalement, qui sont un peu plus vieux, et du coup, qui sont amortis. Donc, on va avoir pour ces gammes-là un double impact, un impact économique favorable et aussi environnemental. Ok, très bien, super. Je vais m'arrêter là parce qu'on va continuer autour d'un verre peut-être. Est-ce que c'est bon, on a fait le tour? Je remercie tout le monde. Je pense que les gens en ligne partent petit à petit parce qu'il est tard, c'est l'heure de manger. Je remercie tout le monde, je remercie Clément. Tu veux dire le mot de la fin peut-être? Non, je tombe. Vas-y. J'ai pas le choix, très bien. Bon, en tout cas, merci à tous, aussi bien en ligne et aujourd'hui présents d'être venus. C'est vrai que j'ai été très content finalement d'accueillir la communauté FinOps ici à Lille aujourd'hui. Merci à Aurore, merci à David pour votre participation, votre engagement, vos retours. Et je l'espère une prochaine en physique pour l'année prochaine, puis qui va arriver prochainement. Alors cette fois-ci sans l'OTA, mais en tout cas je sais qu'Antoine a déjà plein d'idées pour la suite. Donc on se retrouve début d'année prochaine pour parler FinOps. Exactement. Voilà. Merci à tous et puis à très vite et voilà. Bon apéro. Merci.